Claude Brossier, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de La faïencerie retrouvée aux éditions La Concrète. Tous les mois, vous venez nous raconter cette formidable enquête qui vous a emmené de Bonnetable aux États-Unis à la recherche de cette faïencerie. Tout à l'heure, en préparant cette émission, j'ai dit oublié, mais vous l'avez retrouvée. Et aujourd'hui, donc deuxième émission, la première est à retrouver en podcast sur rcf.fr, un thème de chronique assez étonnant. J'ai un peu teasé, là, si vous me pardonnez l'anglicisme, on est dans le thème. Il y a des liens, une histoire entre cette poterie et les États-Unis d'Amérique. Effectivement, ça surprend beaucoup, quand on sait confirme. que ça surprend quand on sait que sur le plan local, au niveau de la Sarthe, on avait oublié, quasiment totalement oublié cette faïencerie. Et puis là, on parle de ces liens avec les États-Unis. Donc effectivement, ça surprend beaucoup. On va commencer peut-être par parler, avant d'aller aux États-Unis, on va parler des clients de la Villa Duron. La Villa Duron étant le nom de la faïencerie. Effectivement. Donc là, le point d'entrée de cette enquête, ce sont les clients. Souvenons-nous rapidement, donc il y a pendant 80 ans une production de poterie utilitaire. Ça, c'est le cœur de l'activité. Donc bien sûr, là, ce qui était visé par cette production utilitaire, c'était la clientèle populaire à l'époque, au 19e. On avait besoin de tous ces ustensiles. À la maison, oui. Voilà. Donc production de poterie brune, jaune à feu, faïence terre à feu, qu'on appelait cailloux, poterie horticole, etc. Voilà, c'était ce qu'on utilisait tous les jours. Et comme on en cassait, forcément, donc il y avait toujours beaucoup de besoins. Après, certaines de ces pièces servaient pour des occasions un peu plus particulières, occasions exceptionnelles. On pouvait avoir des pichets fleuris, des tasses patronymiques. Donc là, on peut être sur la même clientèle ou alors la petite bourgeoisie des bourgs et campagnes pour des occasions particulières, avec la production de faïences blanches et fleuries. Là, c'est un peu la décoration aussi. Aussi, oui. Voilà. Donc là, on voit, on est sur une strate un petit peu différente. Et puis, celle qui nous intéresse, justement, pour les USA, entre autres, ce sont des clients un peu plus particuliers, qu'on va qualifier d'amateurs riches et éclairés, une clientèle fortunée, avec la production de faïences d'art, puisque ça, c'était inscrit dans l'entête des factures, reproduction de faïences anciennes. Ces pièces pouvaient être des pièces de prestige, d'apparat, avec des décors qu'on appelle des décors de Delft, de Marseille, de Rouen, etc. Les décors de Delft en camailleux bleu et de Marseille en polychromie, avec des scènes maritimes, florales, galantes, ont été très largement utilisées. Et puis une particularité, ces pièces étaient parfois de grandes, voire de très grandes dimensions. Ce ne sont pas des pièces de 30 ou 40 cm que je vise. Certaines d'entre elles, 70 à 80 cm de haut, voire plus. Et ces pièces, ces faïences, comment elles étaient commercialisées ? Alors, tout d'abord, une première réponse, puisque je parlais de la production quotidienne, courante. Eh bien, j'ai retrouvé un document très intéressant. Là, on est sur le plan local. Place des Halles à Mamers. La rue du Tripot, je lis, pour ceux qui connaissent. Ça existe encore, cette rue ? Je ne sais pas. À vérifier. Pour ceux qui passent par Mamers. Voilà. Eh bien, il y avait à Mamers, justement, à cette adresse, un dépôt des faïences de la Villa, près de Bonnetable. Qui servait de point de vente ? Ou c'était juste pour déposer ? Enfin, c'était juste un stockage ? Qui servait de point de vente. Je vois, donc, ici, c'était un dénommé, je pense que c'est Adolphe, parce que c'est marqué en abrégé, Berger-Galet, qui était un grossiste en porcelaine blanche, décorée, cristaux, verreries, etc. Et donc là, ce que j'ai entre les mains, c'est la carte du représentant. Cette carte du représentant, bon, on a la radio, je vais la décrire. Faut pas imaginer ça comme une carte de visite aujourd'hui. C'est plus une sorte de petite carte postale au niveau de la taille. On voit la faïencerie dessus, on voit le nom donc du grossiste, Berger-Galet, on voit un tampon. Ce qui est amusant, c'est que la date en fait était écrite à la main. Il y a juste écrit 18 pour... 18-8, j'ai une bêtise. En gros, j'ai cette carte, je la donne à un client, je rajoute octobre et 1882 par exemple. Effectivement, et puis avec, vous le disiez, avec un tampon, on voit le nom du représentant de commerce. Donc il laissait sa carte de visite là où il passait. Alors, bon, on va dire là, ça répond à une première partie pour tout ce qui est production utilitaire, voire faïence blanche et fleurie. En aucune façon, on ne parle sur cette carte de visite de faïence d'art. Donc là, on est sur un autre créneau. Et pour la faïence d'art, justement ? Ah, eh bien là, on va monter en gamme. Ah, ça devient intéressant, oui. On va monter en gamme, on va monter à Paris. Tout simplement.
Tout simplement. Donc, comme on vient de le dire, cette poterie, la Villa Duron, visait une riche clientèle à travers les magasins parisiens qui vendaient ces faïences artistiques, bien sûr pas que de Bonnetable, hein. Il y avait de très très beaux magasins. J'ai retrouvé relativement récemment, et ça ce n'est pas dans mon ouvrage parce que les recherches se poursuivent, j'ai retrouvé sur Gallica, la bibliothèque en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Dont vous nous aviez dit que c'était un site d'une précieuse aide pour vos recherches. Ah, complètement. C'est inépuisable. Après, ce qui est parfois compliqué, c'est de trouver l'information. La bonne référence, oui. Donc j'ai retrouvé dans un annuaire almanach du commerce de l'industrie de 1905, almanach d'Ido Bottin. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Le fameux Bottin. Le fameux Bottin. Et là, donc, j'ai retrouvé quelques lignes qui, je cite, faïencerie de la Villa à Bonnetable, Sarthe. Donc là, on retrace son activité, faïence, poterie, cailloux, terre à feu, faïence d'art, poterie horticole. Henri Grison, directeur. Et on trouve derrière une information que je n'avais pas, je m'en doutais, représentant à Paris, A, donc l'initiale du prénom, Klein et Perrier fils, boulevard Saint-Germain au 238, avec même le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone a 5 chiffres. Voilà. Je ne sais pas s'il est encore actif. On devrait essayer d'appeler peut-être. Donc, quelques petites recherches. Et donc là, Klein et Perrier étaient installés au début du XXe siècle à cette adresse du boulevard Saint-Germain. Il y avait un magasin qui vendait en gros des porcelaines, des cristaux. Les objets artistiques étaient achetés chez différents fabricants, hein. Alors ça pouvait être, je vais prendre deux noms que tout le monde ou presque connaît, les frères Muller et puis de Dôme. L'entreprise disposait d'un atelier de décoration à froid pour l'émaillage et la gravure, et ils y disposaient les objets et apposaient leur propre signature parfois, comme certains grossistes. C'est ça. Et avant d'arriver à nos Américains, est-ce qu'il y avait d'autres magasins sur les grands boulevards? Parce qu'on pense tout de suite aux grands boulevards. Voilà. Il y a 100 ans déjà. Donc là, c'était l'un des grossistes qui était appelé représentant. Et donc là, oui, il y a eu des magasins. Donc là, je vais en citer juste deux adresses, on va dire, qui ont été retrouvées comment. Et c'est là que c'est intéressant au niveau de l'enquête. L'enquête de faïence. Et oui. Indice papier, un petit bout de papier. Tout simplement. Bah oui, mais ça peut surprendre. Oui. Donc, petit morceau de papier, en fait, étiquette, qui se trouvait sous certains objets qui étaient revendus donc à Paris. On va commencer par une étiquette qui se trouvait sous un vase couvert avec deux anses. Et là, on pouvait lire une petite étiquette ovale sur fond noir. L, donc la lettre L, Quesso, curiosité, un boulevard de la Madeleine. Et à partir de là, l'enquête se poursuit. Et j'ai pu retrouver un vieux papier, donc une facture à en-tête de L. Quesso et compagnie, installée au numéro 1 du boulevard la Madeleine. C'était appelé à la Providence. Et j'ai découvert que dans cette en-tête, eh bien, c'était une ancienne maison qui s'appelait Lachenal. Et donc, quelle était l'activité de ce magasin ? Eh bien, curiosité, objets d'art, ameublement, tapisserie, bronze et pendule, porcelaine et faïence ancienne. Donc, voilà, c'est la parfaite illustration de l'activité de ce magasin. En voici un. Autre magasin, là, cette fois-ci, c'était une étiquette en mauvais état, néanmoins des informations intéressantes. Étiquette sous un piano en faïence. Des inscriptions, maison, plus loin, Passage des Panoramas, à Paris. Et on voyait également succursale 39 boulevard des Capucines, toujours à Paris. Le Passage des Panoramas, eh bien, c'est un très beau passage commercial qui existe toujours, un passage commercial couvert, très long, d'une longueur de plus de 130 mètres. Il a été construit en 1800, entre le boulevard Montmartre et puis la rue Saint-Jacques. On est toujours dans le quartier rue Saint-Marc. Saint-Marc, pardon, oui. Et effectivement, voilà, à l'aide de ces deux illustrations, on voit bien dans les beaux quartiers de Paris, beaux magasins, et là on voit un petit peu comment la commercialisation pouvait se faire en France. On va revenir à nos moutons, ou plutôt à nos Américains, qui me pardonnent. Alors, une fois qu'on a vu la commercialisation à Paris, la question c'est comment du Bonnetable, c'est dur de faire des guillemets à la radio mais je les ajoute, comment retrouver fin 19e du Bonnetable jusqu'aux USA ?
Effectivement, ça surprend parce que là, on a une partie de l'énigme résolue, mais pour l'instant, pour les USA, on ne sait pas trop. Alors, un début de réponse en s'appuyant sur un article universitaire qui traite de l'afflux transatlantique des Américains vers le vieux continent. Donc, quelques extraits d'un article universitaire de une petite dizaine d'années, puisque c'était en 2014, d'une personne qui se dénomme Aurélie Del Olio, qui livre une analyse intéressante. Donc quelques extraits, comme je le disais. Alors, l'entrée en matière est un petit peu caricaturale, vous allez le voir. On va parler de la relation complexe entre les Européens et leurs cousins du Nouveau Monde. On savait que dès le milieu du 19e, les progrès dans les moyens de transport ont fait de l'Europe un lieu de prédilection pour le touriste américain. Mais l'image, et c'est là qu'on va voir un peu cette caricature, mais l'image que nous avons du voyageur américain moyen est celle d'une personne assez mal dégrossie, je cite, qui cherche sans beaucoup de discernement, mais non sans exigence, à tirer un maximum de profit d'un point de vue qualité-prix de son investissement en temps et en argent. Time is money. Le fameux time is money. Eh oui. En gros, c'est un consommateur effréné. Ben voilà, exactement. Qui sait le prix de tout, mais la valeur de rien. Effectivement, dans l'article, il est précisé, même s'il s'agit là d'une caricature grossière, l'idée d'un groupe d'immigrés américains qui, à la fin du 19e, auraient transformé, grâce à son énergie, leur savoir et leur talent, le climat intellectuel et artistique de Paris et de Londres, est suffisamment inattendu pour que l'on s'attarde sur le sujet. Enfin, là, on va parler vraiment des débuts du tourisme en Amérique, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc le tourisme s'est développé en plusieurs phases. On va aller vite là-dessus, mais c'est juste pour dresser donc le contexte de l'époque. Donc ce tourisme était pratiquement inexistant jusqu'à la fin du 18e. Il a fait son entrée sur le continent américain à partir de 1820 et il a donné naissance à une entreprise florissante. Tout d'abord, à l'intérieur des frontières du continent, le tourisme devient l'apanage de nombreux aristocrates, mais aussi de la classe moyenne, on peut s'en douter, qui entreprennent des voyages d'agrément en direction de l'Hudson au nord de New York, puis Niagara, du Canada notamment. Les territoires sont vastes, comme chacun le sait. Les journaux et les magazines américains de l'époque s'emparent rapidement du fait, conférant à ces touristes naissants un statut de modèle dominant. Et puis donc les notions de voyage et de tourisme sont bientôt dans tous les esprits. Donc petit à petit, l'idée fait son chemin. La popularité du tourisme marque un véritable virage de société, les débuts pour le continent américain de ce qui est en passe de devenir une société moderne de consommation. Déjà. Et les Américains, puisqu'on est dans la caricature, et on le dit d'autant plus facilement qu'on a un peu le même souci en France, c'est que souvent, ils connaissent pas ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Eh oui. Méconnaissance, comme on dit. Méconnaissance, tout à fait. Donc avant 1830, voire 1840, peu d'Américains n'avaient la moindre idée de la vie en dehors de leur pays ou de ce que leur réservait l'expérience du voyage. Il est vrai que le voyage n'était quand même pas simple. Et pas donné. Pas donné, oui, mais pas sans simple. risque. Il y a une petite étendue d'eau, paraît-il, oui, un certain océan, entre nous. Il me semble qu'il y a un bateau qui malheureusement aurait heurté un iceberg. Ça a été raconté dans un film, il me semble. Paraît-il, Entre autres, oui. Avec un petit succès, le film d'ailleurs. Voilà. Donc à l'époque, on est donc vers 1830 ou 40, les voyageurs devaient affronter les dangers habituels de la navigation dans l'Atlantique Nord, et c'est parfois c'est pas une partie de plaisir. La traversée de New York au Havre représentait un voyage de 3000 miles sans aucune escale. On n'est pas loin de 5000 km, 4900, c'est énorme. Pas de Concorde. Pas de Concorde. Pas de Concorde, ni avion, ni peut-être Airbus. Bateau qui pourrait s'appeler Concorde. Oui. Non. Pour une durée moyenne d'1 mois à 6 semaines, 4 à 6 semaines de traversée, avec tous les dangers, bien sûr, des conditions de transport qui pouvaient être parfois désastreuses. Les périls en mer, malheureusement, ils pouvaient être réels, présents. Et puis, il y a des passagers. On évoquait tout de suite un certain bateau. Il y a des passagers qui n'ont pas pu échapper aux fréquents naufrages, tant leur voyage était attendu au niveau de la France, ils espéraient, etc. Et certains sont arrivés et d'autres n'ont pas pu repartir. On va se concentrer sur ceux qui ont eu la chance d'arriver. C'est quand qu'arrivent ces premiers Américains, ces premiers touristes américains en France ?
Eh bien, donc, comme on parlait de la période 1830-40, il y a eu l'avènement des bateaux à vapeur. Donc là, ça a été une révolution. On est aux prémices de la révolution industrielle. Voilà, tout à fait. Et donc, en gros, tout dépend des conditions météo, mais ça pouvait réduire de moitié le temps de traversée. Donc, on voit tout de suite... Et là, on n'est pas dépendant du vent, on peut avancer. Eh oui. Et puis, on imagine, là, on parlait de 4 à 6 semaines. Là, on est entre 2 et 3 semaines. Ça n'a plus rien à voir. C'est rapide à l'époque. C'est rapide, voilà. Et puis, un agencement somptueux, un confort, c'était vraiment une nouveauté. Donc là, on est sur une révolution des moyens de communication. Ça va favoriser les relations entre les deux continents. L'amélioration du service ferroviaire également, faut pas l'oublier. Parce qu'en même temps, en France, des deux côtés de l'Atlantique, il y a cette magnifique invention qu'est le train. Eh oui, parce que quand on était au Havre, on n'était pas à Paris. Effectivement. Donc l'amélioration du service ferroviaire en provenance et à destination du reste de l'Europe permettait bien sûr un déplacement beaucoup plus facile. Et donc on parlait des touristes américains tout à l'heure, donc en particulier les jeunes bourgeois américains et puis les privilégiés de la classe moyenne, eh bien toutes ces personnes-là étaient en quête de connaissances, d'apprentissage et pouvaient affluer en masse, entre guillemets. Ces voyages à Paris représentaient pour cette nouvelle génération le rêve de toute une vie. On peut l'imaginer. Certains en ont rêvé, n'ont pas réussi, et puis d'autres sont revenus avec des souvenirs incroyables. Donc l'opportunité unique d'acquérir une expérience personnelle, voire professionnelle, sans égal dans le nouveau monde, leur terre natale. Voilà, on était vraiment sur un autre continent. Voilà, ça ce sont des extraits pour dresser le contexte, des extraits de cet article universitaire fort intéressant. Donc, on poursuit comment les revendeurs du bonnet étable, ou je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, de la faïencerie, du bonnet étable, comment les retrouver aux États-Unis ? Eh bien, avec l'enquête m'a apporté les réponses avec les mêmes techniques quelque part que celles que l'on a pu observer pour retrouver les magasins parisiens. Les revendeurs pratiquaient de la même façon, soit en apposant une étiquette papier sous certains articles. Alors là, on est sur des articles de faïence, mais dans bien d'autres domaines, par exemple, il pouvait être vendu des belles pendules. Sur le cadran, certains revendeurs faisaient apposer leur nom gravé sur le cadran. Donc ça m'a donné des indices pour remonter donc les événements au niveau de cette enquête. Et j'ai pu retrouver plusieurs anciennes étiquettes. Il y en a une qui est sur fond rouge, on le voit, avec des inscriptions fort bien conservées. Et on parle, donc là c'était une étiquette qui était sur une pendule justement, étiquette papier, une inscription Reisenstein, China and Glass, avec l'adresse 154 Federal Street à Allegheny. Qui est ce... Attendez si je prononce mal, Reisenstein ? Qui est-il ? Voilà, donc là, j'ai continué l'enquête. Eh bien, c'était un concepteur, un importateur, un fabricant de verreries et de porcelaine de renommée internationale. Le premier magasin de sa société a été ouvert en 1885, justement à l'adresse citée oui, en Pennsylvanie, Federal Street, en Pennsylvanie, à Allegheny, que personne ne connaît aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ça s'appelle Pittsburgh. Qui est beaucoup plus connu. Qui est un peu plus connu, voilà. Et donc, cette société, eh bien, en fait, c'était la plus ancienne entreprise familiale de porcelaine et de verrerie en Amérique. Rien que cela. Rien que ça, oui. Et on trouvait du bonnet étable, donc. Et on pouvait, effectivement. D'autres revendeurs, peut-être ? Juste pour finir, oui. Voilà, pour finir, ce dénommé Charles Reisenstein effectuait des voyages maritimes en Europe pour se procurer du cristal, de la porcelaine, de la faïence chaque année. De nombreuses pièces qu'il importait donc portaient son nom, ainsi que le logo du fabricant et puis le cachet qu'il pouvait apposer au dos. Donc c'est lui qui venait s'approvisionner. D'autres revendeurs peut-être ? D'autres revendeurs. Alors pareil. D'autres sources surtout. Oui, d'autres sources. Donc là, une étiquette toujours en papier. On est dans les histoires de papier qui nous conduisent très très loin. Là, c'est sur toujours une pendule. Là, une étiquette de forme ronde et avec l'inscription Collamore & Co. Donc avec toujours l'adresse, la 5e avenue et la 30e à New York. Eh bien, ce Collamore & Co, c'est un importateur, là aussi,
importateur haut de gamme de porcelaine et de verre à New York. Et on peut apercevoir, vous le verrez dans le livre, l'immeuble majestueux où était installée cette société à New York pour l'époque, puisque là, on est à la fin des années 1890. Très bel immeuble. Et il était rival de Tiffany & Co. Eh oui. Tiffany's, pardon. Eh oui. Collamore, donc, c'est une entreprise, une firme rivale de Tiffany & Co. C'était une entreprise rivale. Pour préciser, on voyait j'ai essayé de décrire rapidement cet immeuble. En fait, il y avait deux frères, les frères Gilman et Davis Collamore, qui ont ouvert en 1890. Rien que cela, 2 étages de salle d'exposition. Sur un immeuble qui, je regarde la photo, à quoi, 7 étages ? Oui, c'est ça. Un très bel immeuble de l'époque. Et donc, on parlait de Tiffany New York. Eh bien, là aussi... Je reviens, excusez-moi, à Collamore, on est sur la 5e avenue. À l'angle de la 5e avenue. De la 5e avenue. La fameuse. Tout à fait. Ben oui, voilà. Et à la 30e rue. Belle adresse. Belle adresse. Et toujours... à l'angle de la 5e avenue et cette fois-ci de la 37e rue, parce qu'il faut savoir qu'à New York, c'est beaucoup plus simple que chez nous. 1, 2, 3, 4, 5, on se repère facilement. On arrive à Tiffany. Et oui, on arrive à Tiffany et dans le livre, on peut voir une photo de l'époque, de l'intérieur du magasin, comment dire ça, avec des vitrines majestueuses, où il y avait à l'époque, bien sûr, toutes les plus belles pièces qui pouvaient être vendues. Et tout cela dans un immeuble de standing, puisque ce building situé à l'angle de la 5e avenue et de la 37e, comme vous venez de dire, eh bien, c'était un immeuble construit en marbre. Rien que ça. Et rien que cela. On sent que c'est du haut de gamme. Donc le bâtiment comprenait une élégante salle d'exposition dont je viens de parler très rapidement, où étaient reçus donc les clients fortunés, quelques ateliers, puis des espaces de stockage sécurisés, on peut s'en douter, vu effectivement ce qui pouvait être vendu. Donc c'était des bijoux haut de gamme et puis de l'art décoratif. Et effectivement, on reboucle avec de très belles faïences de Bonnetable. Comment vous êtes arrivé à faire le lien entre Bonnetable et ces différents revendeurs à New York ? Grâce aux étiquettes. Tout simplement. Tout Et les simplement. étiquettes, vous les avez trouvées où ? Eh ben, sous justement certaines pièces qui ont été retrouvées, soit en faisant des recherches, ou soit en explorant des sites de vente, des sites de vente au niveau des États-Unis, notamment sur la côte Est, parce que ça c'est quand même un constat. Les États-Unis sont très vastes, mais on va dire, nombre de pièces ont été retrouvées dans les États de la côte Est, chez des professionnels. Plutôt le nord de la côte Est ? Non. Pas forcément. Non. On trouve New York, mais je veux dire toute la côte Est, en profondeur également dans les terres. Tous les États, on va dire, qui sont sur cette façade. Les 13 premiers États, d'ailleurs, si on regarde une carte, c'est un peu les... Voilà. Et là où il y a plus de liens avec l'Europe, peut-être ? Oui, je pense. Oui. Plus de liens, effectivement. Centre des États-Unis, très peu de pièces retrouvées. Néanmoins, sur la côte ouest, côté Californie, cette fois-ci, oui, on peut également retrouver quelques pièces intéressantes. Donc c'est comme ça que vous avez résolu l'énigme, la faïencerie et les États-Unis. Et voilà, la Villa du Rond et les USA. Alors, bon, là, on voit que cette énigme est résolue. On a parlé des antiquaires où on pouvait trouver. J'ai parlé à l'instant des sites de vente aux enchères, comme en Europe, comme en France. Ça se passe exactement de la même façon. Mais il y a aussi d'autres lieux, aux USA notamment, où on peut voir ces prestigieuses faïences de la villa. Et là, on ne s'attend pas à découvrir ces lieux-là. Bon, on va dire, c'est une autre histoire retrouvée. Suite au prochain épisode ? Suite au prochain épisode, rendez-vous dans la prochaine chronique qui parlera de la Villa du Rond et des pièces exceptionnelles, des faïences exceptionnelles.